si vous le permettez, je passe à la manière dont je suis sorti, j'ai dépassé ces espaces-là. Et c'est un moment très, très important dans le parcours d'un individu, pas forcément d'un chercheur, parce que les espaces, les 3 espaces dont j'ai parlé sont des espaces en quelque sorte imposés. On ne choisit ni sa famille, ni son quartier, ni son école, surtout un enfant, donc ce n'est pas à lui de choisir. Et là, quand je dis échapper à ces espaces, je renvoie au choix d'autres espaces alternatifs. Quels sont les espaces que j'ai choisis en dehors du quartier, en dehors des 3 espaces, et qui m'ont permis par la suite, qui m'ont aidé dans mon parcours de chercheur par la suite, de façon directe ou indirecte. Alors, à un moment donné, la famille, mon père, ma mère ne peuvent plus rien donner par rapport à mon parcours de lycéen et d'étudiant. Bien sûr, ils peuvent toujours donner dans d'autres... De l'amour, d'autres choses. Mais par rapport à mon statut d'étudiant et par la suite par rapport à mon statut universitaire, mon père, ma mère, ma famille n'a rien à donner. Le quartier non plus. Et donc, il y a une certaine envie, un certain désir, un certain besoin d'aller vers d'autres espaces qui, en quelque sorte, répondent aux nouveaux besoins. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la socialisation politique, de l'ouverture sur une certaine littérature marxiste, etc. Et donc l'un des lieux qui correspondait partiellement à cela, c'était la maison des jeunes de Bechentouf. Où il n'y avait pas que ça, les gens plaisantaient, les jeunes plaisantaient, c'était mixte. Donc il y avait les filles, etc. Il y avait les échecs, il y avait le ping-pong. Donc j'ai appris beaucoup de choses dans cette maison. Mais le plus important était ces discussions à bâton rompu sur la politique nationale et internationale, et puis des conférences qui étaient organisées de temps à autre, des conférences publiques, et qui reflétaient l'ère du temps de l'époque, c'est-à-dire des conférences critiques par rapport au régime, par rapport aux choix politiques, par rapport au processus politique de l'époque. Ce qui m'a le plus marqué dans cette expérience, c'est ma participation à une troupe de théâtre à Rouad, où j'ai joué 3 pièces, 3 ou 4 pièces, mais pas plus de 4 pièces, et puis où j'ai écrit une pièce, Le Soleil, Shams. Et c'était également une pièce qui, je vais encore reprendre le mot refléter, qui reflète l'ère du temps. Une pièce, on va dire, vaguement critique, naïvement critique, mais critique. Et les gens sentaient qu'il y a de l'opposition par rapport au chef de la tribu. Il y avait un chef de la tribu et tout le monde pouvait associer le chef de la tribu à qui vous pensez. Donc au roi, au président, peu importe. Et donc ce chef de tribu, il interdisait, ou en tout cas s'opposait à la modernisation de sa tribu, etc. Donc, et la modernisation, c'est tout simplement l'introduction des moyens modernes, des moyens de communication modernes. Donc c'était un peu un combat entre ce chef de la tribu et des membres de la tribu qui voulaient un peu dépasser leur état de développement dans lequel ils étaient. On l'a joué la première fois, c'était en 1973, février 1973, donc c'est consigné dans l'agenda, on peut filmer l'agenda si vous voulez. Et puis, on l'a joué dans une grande salle au centre de la ville, qu'on appelait Casablancaise à l'époque, et qui s'appelle depuis quelque temps Abd Samad Khelfaoui. C'était une grande salle. On l'a joué, et pour un peu corroborer notre point de vue critique, les spectateurs, une bonne partie des spectateurs sont sortis avec une manifestation. Et les manifestations à l'époque, c'était comme du pain au chocolat. Donc les gens, pour un rien ou pour un non, ils sortaient avec des slogans, bien sûr, anti-régime, etc. Donc ça, c'était une période qui a duré, qui a correspondu un peu à ma période de lycéen, 1970-1974. À partir de 1974, c'est une belle aventure
qui va commencer avec le ciné-club, qui va durer 8 ans. Depuis 1974 jusqu'à 1982, donc il couvre un peu mes études universitaires. Belle aventure. Je peux dire que bon, je peux un peu la diviser en 2 grandes parties, ou 3 même si vous voulez. Et à l'entrée, dans le ciné-club, je suis entré comme adhérent, simple adhérent, la première année. Il y avait le ciné-club, c'était chaque dimanche, il y avait une projection d'un film et un débat qui suivait. Donc c'était un peu chaque trimestre, une huitaine, une dizaine de films. Je me souviens pas avoir participé au débat. Donc timidité, mais bon. Donc, alors que le débat était très chaud sur le plan militant, etc. Très chaud, très naïf, très direct, mais il y avait du débat. Mon expérience avec le ciné-club commence réellement à Meknès, 1975-76, lors d'une rencontre sur le cinéma arabe. Et c'est là où je reviens au self-esteem, je reviens au fait de fréquenter des gens qui sont beaucoup plus importants que vous, beaucoup plus importants. De les fréquenter, que ces gens-là vous écoutent, et vous encouragent, etc. Et donc ça a joué ce rôle-là. C'était autour du cinéma arabe, et il y avait les fameux cahiers de cinéma que j'ai découvert, j'avais 20 ans, que j'ai découvert avec leur style difficile, etc. Les questions qui se sont posées à l'époque, c'était autour de l'histoire du cinéma. Et je me souviens, je m'en souviens parce que c'était la première fois que je vais intervenir en public et en français dans une telle conférence. Donc je m'en souviens, j'ai même les notes. C'est l'ampleur, donc je m'en souviens. J'ai même les notes de mon intervention. Et la critique, bien sûr, est inspirée d'un livre d'Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique. Donc je l'ai piqué, je l'ai plaqué, disant tout simplement que le conférencier a privilégié une histoire des événements, une histoire événementielle, une histoire chronologique, et qui n'a pas mis en rapport la production scientifique avec le contexte social et politique. Ça, on peut le dire maintenant à toutes. Hein, on peut le dire. Mais 20 ans à l'époque, et puis bon, il y avait les gens du cahier de cinéma qui se sont retournés, qui ont souri, et j'ai pris ça pour un encouragement. Et il y avait d'autres questions qui étaient très intéressantes et qui stimulaient un peu une appréciation critique, un regard critique du cinéma, et que je ressentais à l'époque. Par exemple, il y avait un film de Jean Narboni et quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom, L'Olivier sur les Palestiniens. Mais je me rappelle de Jean Narboni parce qu'il était présent. Et il posait la question de l'image. Que veulent les Palestiniens? Quel type d'image souhaitent les Palestiniens? Les images où il y a la queue par rapport à l'eau, enfin, toutes les images un peu misérabilistes, d'un côté, et les images où il montre que le Palestinien est un héros, donc les exercices militaires, etc. Je connaissais ce type à l'époque, je connaissais ce type de documentaire palestinien. Donc, héros et misérables, héros et misérables. Et eux voulaient filmer pas uniquement ces scènes, mais également des scènes quotidiennes, mariage, les noces, le voisinage, la vente, les achats, etc. Et ils s'opposaient. Et donc ils posaient cette question de cette double conception de l'image. La deuxième question qui était intéressante à l'époque et qui me sortait un peu de mon statut de spectateur passif à celui d'un spectateur critique, ou en tout cas qui réfléchit sur le cinéma. C'est le cinéma est une marchandise, elle est produite, elle circule et elle est consommée. Et donc, tout ce processus a été discuté par rapport au cinéma hollywoodien, par rapport au cinéma égyptien, notamment.
Il y avait également des questions du type, et ça c'est les cahiers de cinéma, il y a une différence entre faire des films politiques, clin d'œil à Costa Gavras à l'époque, Z, etc. Ça, c'est des films politiques. La thématique est politique. Et entre faire politiquement des films politiques, même si l'objet n'est pas un objet politique, clin d'œil également à des films sur l'histoire de la folie, etc. La folie n'est pas au sens de Z, l'emprisonnement, etc., la réclusion, la torture n'est pas une thématique politique au sens direct du terme, mais on peut faire un film politique autour de la folie, autour de l'incarcération, etc. Et c'était ce type de questions. Donc il y avait ce type de questions qui me poussait à réfléchir sur mon statut de spectateur. Et ça, c'était très important parce que ça me poussait à lire. Mais à côté, par rapport à cet aspect réflexif, il y avait un côté ou un aspect relativement conservateur, si on veut. Conservateur dans le sens où il y avait une conception marxiste, ou qui se veut marxiste, ou qui se voulait marxiste, du ciné-club, de l'animateur et du contexte cinématographique en général. C'était l'ère du temps. Il ne faut pas se le cacher. C'était l'ère du temps. Il y avait ce vocabulaire, il y avait ces dispositions, et c'était les seuls sur le marché. Enfin, les seuls, au sens intellectuel. Il y avait d'autres. Alors, par rapport à la conception marxiste du ciné-club, je disais qu'il y avait des questions qui étaient des questions, je peux dire maintenant clichés, mais qui étaient pour nous à l'époque les questions qu'il fallait poser. Par exemple, quel est le rôle du ciné-club? Quel est le rôle de l'animation? Mais avec une conception qu'on va appeler plus tard une conception léniniste du pouvoir et une conception léniniste de la transmission du savoir. C'est-à-dire que le ciné-club est là pour conscientiser les masses, pour transmettre une certaine culture politique et une certaine culture cinématographique. Que l'animateur est l'agent de cette transmission, c'est le courroie de transmission. Et donc on était dans une sorte d'une culture qui devait venir d'en haut, ciné-club, l'animateur, vers le public qui était associé aux masses. Donc on était pendant 2, 3, 4 ans prisonniers de cette conception, du ciné-club, qui était une conception militante, etc. Dans le ciné-club, je pense que les questions étaient des questions beaucoup plus locales. Les questions à l'échelle du contexte politique, les questions à l'échelle du régime politique étaient discutées ailleurs, mais il n'y avait pas de rapport entre la question de l'élite, par exemple, et la question du ciné-club. Non, c'était des questions locales par rapport au ciné-club et par rapport à comment utiliser l'outil ciné-club dans la transmission et dans la lutte contre le cinéma hollywoodien, contre le cinéma commercial, etc. Donc c'était un peu ça, c'était l'objectif, c'est de combattre. Il y avait un ennemi, parce que pour un militant, il faut toujours un ennemi. Et l'ennemi désigné à l'époque, c'était le cinéma commercial en général, qu'il soit hindou, qu'il soit égyptien, qu'il soit américain, et le cinéma hollywoodien en particulier. Et donc, nous étions prisonniers pendant quelques années, 4-5 ans, nous étions prisonniers de cette conception du ciné-club. Et ça a commencé à changer à partir de 1978-79. À un moment, on a commencé à nous intéresser pas uniquement au contenu du film, mais également à la forme, pour dire les choses simplement. Donc, essentiellement le montage dans les films d'Eisenstein. Donc c'était un peu le déclencheur d'une lecture qui n'est pas une lecture thématique, qui n'est pas une lecture politique du film, où il y avait une projection des problèmes des spectateurs sur le film. Donc il y avait, parallèlement à cela, et ça, c'est à quoi je dois un peu beaucoup de choses au ciné-club, c'est que ce type de disposition nous a permis d'aller lire autre chose que la littérature marxiste.
je lisais Althusser à l'époque, je lisais Gramsci, mais ça nous a poussé à aller lire les cahiers de cinéma qui étaient ex-marxistes, et qui étaient mais bon, avec des questions du type le cinéma, ou avec des propositions du type le cinéma n'est pas un rapport au monde et au réel, mais un rapport au visuel. Et ça te donne à réfléchir. Et puis on lisait Roland Barthes qui critiquait également la conception de la représentation au cinéma comme reproduction. Ça donne également à réfléchir. Roland Barthes, sa distinction entre la photo et le cinéma, et ainsi de suite. Donc, petit à petit, le vocabulaire n'est plus classe sociale, superstructure, infrastructure, dictature du prolétariat, etc., mais syntaxe, énoncé, simulacre, signifiant, signifié, et ainsi de suite. J'ai lu, en tout cas, je peux rien dire pour mes amis, mais j'ai lu assez sur la sémiologie du cinéma à l'époque, sur le rapport entre idéologie et cinéma, le rapport entre politique et cinéma, et ainsi de suite. C'est des lectures très furtives, c'est des lectures très timides, mais à l'époque, c'était très intéressant pour moi. Donc, de sortir un peu d'un type de littérature marxiste, d'accord, ou en tout cas de mixer, pour dire les choses beaucoup plus précisément, de mixer les questions du marxisme avec d'autres questions qui étaient posées par des critiques non marxistes. Donc il y avait le goût de l'interprétation, pour ma carrière de chercheur, le goût de l'interprétation, le plaisir d'interpréter un film, le plaisir d'interpréter une photo est venu, je le suppose, est venu de cette expérience-là. Alors, maintenant, les lectures se sont développées. Je ne sais pas comment, mais bon, j'ai trouvé ça dans mes notes, je ne sais pas comment j'ai commencé à lire Claude Lévi-Strauss par rapport au cinéma. Et par rapport toujours à cette problématique qui est très intéressante, mais pour nous, même actuellement, le rapport entre l'image, le film et la réalité. Et Claude Lévi-Strauss, en anthropologie, disait qu'il fallait distinguer entre la structure sociale, ou la réalité en général, et le modèle qui en est la formalisation. Ce n'est pas en termes de reproduction, etc. Tout cela pour dire que petit à petit, j'ai commencé à lire des livres sur l'anthropologie, mais à partir de questions, disons, en rapport avec le cinéma. J'ai même fait un exposé sur la photo, selon Roland Barthes, et un exposé pour mes amis, c'était un groupe de travail pour mes amis du Ciné-Club, sur le concept de culture. Juste pour dire, pour faire sentir un peu le passage d'un cinéphile militant, un cinéphile qui réfléchit sur le cinéma, et un chercheur potentiel. Je le suppose, il est très difficile d'être affirmatif dans ce genre de... Je le suppose à partir des notes que j'ai écrites à l'époque, pas à partir de ma mémoire, donc moi je note beaucoup de choses. Et donc mes lectures, le fait de faire un exposé sur le concept de la culture, pas de façon anthropologique, de façon très générale et très vague à l'époque, mais souligne un peu un intérêt vers les phénomènes culturels et pas uniquement vers les phénomènes juridiques, parce que j'étais juriste à l'époque. Donc cet intérêt-là est venu pas du cinéma, mais de mon expérience du cinéma. Donc il y a ça, il y a également, sur le plan pédagogique, le rapport qu'on peut avoir au public, qu'on devrait avoir au public. Je suis enseignant, j'étais enseignant. Et donc le rapport sur le plan formel est le même. Est-ce que l'animateur est une source de savoir et le public quelque chose d'amorphe qu'il faut animer, d'où le mot animateur, ou est-ce que l'animateur va proposer une lecture parmi d'autres? Et c'est là où nous avons défendu
de façon assez simple le principe de la lecture plurielle. Nous avons défendu le principe de la subjectivité de l'animateur et du public. Et petit à petit, vous le savez, ce genre de rencontre à l'époque, il doit déboucher sur quoi? Chaque rencontre doit déboucher sur des propositions conclusives, les fameuses kholasat. Si dans une rencontre on ne sort pas avec de kholasat, ça veut dire que la rencontre est inefficace. Alors, lorsque vous parlez de la subjectivité du spectateur et de l'animateur, de la lecture plurielle, l'idée même de proposition conclusive, consensuelle, tombe à l'eau. Et donc, c'était notre manière à l'époque de couper avec une certaine conception de la culture, une certaine conception du savoir, qui venait d'en haut, qui est un peu la conception léniniste, on l'a nommé à l'époque de cette façon, vers une marge de liberté, une marge interprétative beaucoup plus libre. Et le chercheur ne demande que ça. Le chercheur ne demande pas à transmettre, à copier une interprétation de X ou Y. Le chercheur ne demande que d'avoir une marge interprétative où il peut développer à la fois sa subjectivité, mais également quelque chose qui est commune à ses collègues et à ses collègues et à ses pairs. Ce beau cahier.